Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Une nouvelle fois, c'est l'alerte à la marée noire dans la Manche. Hier soir, deux pétroliers géants, deux pétroliers libériens, sont entrés en collision au large des côtes britanniques, au large plus précisément de l'île de Wight, l'île où se tient le festival des hippies. L'un des deux pétroliers, le Pacific Glory, a été littéralement éventré et une partie de sa cargaison, 100 000 tonnes de pétrole, s'est répandue dans la mer. Voici des images que nous recevons à l'instant, il y a quelques minutes, de Londres. Commenté par Jean-Pierre Quittard. Je pense que nous allons avoir d'un instant à l'autre maintenant. Voilà. Il était un peu moins de 21h, 20h20 très précisément, lorsque les deux pétroliers, le Pacific Glory jaugeant 42 000 tonnes et le pétrolier Allegro jaugeant lui 46 000 tonnes, sont entrés en collision au large de l'île de Wight, très exactement à 2 km des côtes de l'île de Wight. Voici donc les premières images, voici le Pacific Glory qui a été éventré, et ce choc a déclenché, vous le voyez, un incendie à l'arrière du navire. Ce matin, 25 marins-pompiers avaient pu circonscrire le sinistre, le circonscrire à l'arrière du navire et dans la salle des machines. Mais on apprenait vers midi que l'incendie avait repris et qu'il occupait à l'heure actuelle la plus grande partie du bateau. Plus grave peut-être, une partie des 70 000 tonnes de mazout que rapportait ce bateau vers Rotterdam s'est répandue sur la mer. Quant à l'autre bâtiment, le voici, l'Allegro, jaugeant 46 000 tonnes, je vous le rappelle, il a pu regagner tout seul ou presque le port de Portsmouth. L'avant du bateau est complètement éventré. Pour l'instant, la Marine nationale française et les affaires maritimes de Cherbourg sont en liaison permanente avec les gardes-côtes britanniques. Pour l'instant, heureusement, aucune menace de pollution sur le littoral normand n'est à craindre dans l'immédiat. Mais de toute façon, un dispositif de préalerte a été mis en place. Un bilan finalement très dur, 5 morts, 4 blessés graves pour le Pacific Glory et 8 disparus. Les marins du Pacific Glory s'en sont jetés à la mer quand le navire a pris feu. Ils ont essayé d'échapper aux flammes, soit à bord de chaloupes, soit en nageant, mais les flammes couraient sur la mer puisque le pétrole s'était répandu dans la Manche. Les nouvelles politiques, fin hier soir de la visite du maréchal yougoslave Tito à Paris, et accord entre le président Pompidou et le maréchal Tito pour la réunion d'une conférence sur la sécurité européenne et plus particulièrement sur la sécurité en Méditerranée. Comme prévu, le président Pompidou a été invité à se rendre en Yougoslavie. Discours du président Nixon hier aux États-Unis, il a lancé un appel aux soviétiques, un appel à la détente et à la coopération. Il propose aux soviétiques de travailler ensemble à créer un climat de confiance qui permette d'engager enfin de vraies négociations entre Arabes et Israéliens. Première chose à faire, prolonger le cessez-le-feu qui doit théoriquement prendre fin le 5 novembre. Nixon propose aussi aux Russes d'arrêter la course aux armements nucléaires et d'accroître les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'URSS, échanges commerciaux qui sont actuellement à peu près inexistants. Première réaction des soviétiques prudente, c'est un discours à étudier soigneusement, a dit M. Gromyko, le ministre des Affaires étrangères soviétique. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies, M. Tante, a reçu à dîner hier soir les ministres des Affaires étrangères des 4 grands. Là aussi, il y a eu un accord pour une relance de la mission Jarin, le médiateur des Nations Unies au Proche-Orient, mission donc qui doit préparer les négociations entre Arabes et Israéliens. Et puis enfin, à retenir une déclaration du Premier ministre de Thaïlande, le maréchal Kittikachorn. Le cessez-le-feu au Vietnam est imminent, a dit le Premier ministre de Thaïlande. Je ne sais pas bien sûr d'où il tient cette indication, il ne l'a pas précisé lui-même, mais enfin, la Thaïlande est un pays limitrophe du Vietnam. Le maréchal Kittikachorn est donc très concerné par le conflit cambodgien. Il doit certainement savoir de quoi il parle. La France va vendre des vedettes rapides à la marine de guerre allemande, 20 vedettes équipées de fusées mer-mer, c'est le point le plus important d'un autre accord, encore un accord, signé hier entre Paris et Bonn. Devant le Conseil national du crédit, M. Valéry Giscard d'Estaing a confirmé hier la levée complète et immédiate des mesures d'encadrement du crédit qu'il avait mises en place il y a un an en lançant son plan de redressement.
Dans deux secteurs de l'économie française, plus particulièrement, on attendait avec impatience ces mesures de relance. Il s'agit d'une part de l'automobile et d'autre part de l'immobilier. Vous savez en effet qu'il y avait une certaine crise dans la vente des appartements et à ce propos on peut se demander si les Français qui ont besoin de se loger, d'acheter un appartement, sont suffisamment informés. Eh bien, cette relance de la consommation, donc de l'achat des appartements, va coïncider avec une campagne d'information sur le logement lancée par l'Institut national de la consommation. C'est une campagne que nous présentent Jean-Pierre Quittard et Jacques Aubertin. Chaque année, 400 à 450 000 logements sont construits en France. L'État y participe directement ou indirectement pour 80%. 1970, par exemple, verra 475 000 candidats propriétaires ou locataires. Le logement représente en moyenne 20% de notre budget et il occupe le 4e poste dans le budget des ménages. Beaucoup d'entre nous ont recours pour financer l'achat de leur logement à des organismes spécialisés et c'est là que commencent les difficultés. Je crois que vraiment la difficulté à laquelle se heurtent actuellement la plupart des accédants à la propriété, c'est le terme consacré, c'est avant tout un problème de financement. Et nous remarquons nous-mêmes ici que bien souvent, beaucoup de nos visiteurs s'engagent dans une opération avant de s'être renseignés sur leur possibilité d'obtenir du crédit. Et la faute en incombe à qui alors à ce moment-là? Je crois qu'il y a à suivre une certaine imprévoyance de la part du constructeur lui-même, peut-être également une insuffisance d'information. Ce manque d'information, le candidat au logement en a conscience. J'envisage l'achat d'un pavillon ancien. Oui. Et je suis propriétaire actuellement d'un appartement que j'essaye de vendre. Oui. Donc, mon problème, ce serait de savoir, d'une part, s'il y a des prêts que je peux obtenir du comptoir des entrepreneurs ou du crédit foncier pour l'achat de mon pavillon ancien, Oui. ou éventuellement, est-ce que je peux obtenir un prêt relais en attendant la vente de mon appartement. Ce que moi je souhaiterais, c'est que lorsque je me présente dans un organisme, ou soit même sur simple demande écrite ou téléphonique, je puisse obtenir une brochure qui indique, compte tenu des différents cas possibles qui peuvent se présenter, bien sûr peut-être pas tous les cas à 100%, mais représentant peut-être 80% ou 90% de la clientèle, je puisse savoir à quoi j'ai droit et comment je dois faire pour obtenir les différents prêts qui me sont nécessaires. Devant l'absence d'un marché national du logement, le choix est donc impossible. Dans ces conditions, l'information en matière de logement revêt une importance considérable. La nécessité d'une telle information, le secrétaire d'État au logement en a conscience. Informer, cela signifie éventuellement mettre des brochures à la disposition du candidat à la construction, lui expliquer ce qu'est un permis de construire ou ce sont les formalités à faire pour obtenir l'aide de l'État dans ses différentes formes, aide du crédit foncier. Également, c'est faciliter l'information de ceux qui cherchent dans le secteur locatif. Et il y a la bourse à l'échange du logement. C'est l'information de ceux qui, devant se déplacer pour des raisons professionnelles, doivent connaître ce qu'ils vont trouver en arrivant sur le terrain, si je puis dire, et en même temps, en fonction de revenus, ce qu'ils peuvent espérer et attendre de l'État, car l'aide de l'État, malgré tout, représente près de 10 milliards en France actuelle du budget chaque année. 10 milliards, c'est-à-dire 10% du budget total de la nation. Conscient également de la nécessité d'une meilleure information en matière de logement, l'Institut national de la consommation a décidé de lancer lui aussi une campagne de presse. Sous quelle forme? Comment va-t-elle se dérouler? Monsieur Besse répond à cette question. Vous connaissez les émissions de l'Institut national de la consommation, qu'il a repris ces émissions en janvier. Antérieurement, elle s'appelait Téléx Consommateur, puis Consommateur Information. Maintenant, elle s'appelle 50 millions de consommateurs. Nous ne traitons pas un sujet tous les jours. Nous avons un thème hebdomadaire que nous abordons le lundi et que nous complétons les jours suivants. Alors, je peux vous indiquer un certain nombre de thèmes, les 10 premiers que nous pensons traiter. Lundi et la semaine qui suivra, nous pensons essayer de sensibiliser les téléspectateurs au problème et lui donner de premières informations. Puis, le mois suivant, pendant une semaine, l'accession à la propriété. Ensuite, la nouvelle réglementation du permis de construire. Puis, l'isolation acoustique. Ensuite, la location
Et la propriété, c'est-à-dire dans la situation où se trouve un ménage, est-ce qu'il a intérêt à s'orienter plutôt vers la location ou plutôt vers la propriété? Les problèmes du crédit, pour l'accession à la propriété par exemple, le consommateur à la recherche d'un logement et tous les problèmes auxquels il a à faire face, l'agent immobilier, ce qui est un problème important, et les agences immobilières, et puis les problèmes de loyer, la loi de 48, la surface corrigée, etc. Et le dernier sujet que nous avons pour l'instant retenu pour ne pas nous en tenir simplement au logement lui-même, mais à son inscription dans un cadre social, c'est les équipements collectifs. Voilà, le logement, ça reste un des problèmes majeurs du moment pour beaucoup de Français. Un congrès se tient en ce moment à Versailles, hier et aujourd'hui, c'est le 25e congrès des experts comptables et comptables agréés. 2 journées de travail donc, mais coupées par un dîner assez somptueux dans la galerie des batailles du château. Un reportage de Jacques Segui et Jean-Louis Saporito. Le congrès a ouvert ses portes. Pour leur 25e congrès, les experts comptables et les comptables agréés, ils sont 10 000 pour l'ensemble de la France, ont invité à leur débat des magistrats, des universitaires notamment, signe d'un élargissement des responsabilités et des préoccupations de la profession. Monsieur Redel, leur président, qui avait accueilli le secrétaire d'État à l'économie et aux finances, Monsieur Chirac, et Monsieur Casperet, secrétaire d'État à la moyenne et petite entreprise, Monsieur Redel a rappelé le rôle de l'expert comptable. Le rôle de l'expert comptable dans une société peut être double. D'abord, sa première vocation, c'est de vérifier, de contrôler, de redresser et d'apprécier les comptabilités et les comptes de toute nature. Et puis, dans son rôle de réviseur, puisque la loi du 31 octobre 1968 lui a ajouté ce nouveau titre, il sera presque toujours le commissaire aux comptes des sociétés. Dans cette perspective, il aura plus qu'avant la nécessité de vérifier en profondeur les comptes pour en apprécier la régularité et la sincérité. Est-ce que cela veut dire qu'il tient plus un rôle de censeur que de conseiller? Son rôle est double. Lorsqu'il intervient auprès des entreprises qualité d'expert comptable, il est beaucoup plus le conseiller. Lorsqu'il intervient dans les entreprises en qualité de commissaire aux comptes, alors là, c'est la mission légale fournie par la loi du 24 juillet 1966 qu'il doit exécuter. Monsieur le ministre, considérez-vous ou espérez-vous que le conseiller sera dans les temps à venir beaucoup plus censeur que conseiller dans les grandes entreprises? Je crois en réalité que l'expert comptable doit être les deux, et les deux pleinement. Censeur pour toute une série de tâches qu'il est inutile de définir et que vous connaissez bien, que le président Redel a développé tout à l'heure, mais également conseiller car sa technique, sa compétence, ses connaissances font qu'il est un conseiller irremplaçable pour tout un ensemble de tâches et notamment pour l'élaboration de la décision dans un très grand nombre d'entreprises. De Versailles à Buckingham, nous passons d'un palais à l'autre, mais pour un problème tout à fait différent. En effet, depuis ce matin, la reine Elisabeth a un problème. Son éboueur personnel, M. Little, autrement dit M. Petit, s'est mis en grève. Il s'est joint à la grève des éboueurs londoniens qui dure depuis près d'1 mois. Royal ou non, ces ordures sont des ordures comme les autres, a dit M. Little, et nous n'y toucherons pas tant que le gouvernement ne nous aura pas donné notre argent. Mais cette grève des éboueurs, qui dure donc depuis plus d'1 mois, pose de tels problèmes maintenant que le gouvernement britannique a décidé de demander aux soldats de ramasser les ordures à la place des éboueurs. Un reportage de Londres. Si vous aviez envisagé de passer un week-end à Londres, mieux vaut attendre quelques semaines encore. Vous garderiez de la capitale britannique une image qui risquerait de vous décevoir, parce que Londres, quoique plus sale que Paris dans l'ensemble, n'est pas à longueur d'année transformée en une vaste poubelle comme c'est le cas en ce moment. S'il n'y a pas de risque d'épidémie pour l'instant, la situation devient quand même chaque jour plus critique. Depuis plus de 4 semaines, les éboueurs, les égoutiers, les balayeurs de rue sont en grève. Dans toute la ville, devant les maisons, les détritus s'amoncellent, et si dans les quartiers chics et commerçants, on sauve les apparences en faisant appel à des compagnies privées, dans les faubourgs populaires par contre, les habitants se demandent si les rats ne vont pas les envahir. La grève des égoutiers entraîne des répercussions plus sérieuses. Le service des eaux et le ministère de la Santé tirent la sonnette d'alarme. Néanmoins, aucun accord pour une reprise du travail n'est encore intervenu entre gouvernement et syndicats. En attendant, les Anglais qui considèrent cette situation avec le flegme qui leur est propre ne boivent plus d'eau, mais un peu plus de bière et de whisky.
Jean-Michel Leliot, ramasser les ordures, je ne sais pas si c'est un sport, mais enfin, le sport aujourd'hui, c'est très anglais, puisqu'il s'agit surtout de rugby. Oui. Tous les 15 et 13, je crois bien. En Angleterre, les rugbymen ne vont pas faire grève, car il y a tout d'abord un match international à 15, entre une sélection du Lancashire à Liverpool et France B, qui comporte dans ses rangs 4 internationaux, Dourte, Savitsky, Esponda et Etcheverry. Ce sera un test, le premier test, avant le tournoi des 5 nations. Mais en jeu en 13, surtout, il y a une rencontre importante, Grande-Bretagne-Australie, regardée par toute l'Angleterre. Vous savez que l'Australie vient de battre la Nouvelle-Zélande 47-11, et l'Australie est déjà le grand favori, évidemment, de cette Coupe du Monde, la 5e du nom, de jeu à 13. Demain, la France sera à Hull, elle rencontrera la Nouvelle-Zélande. Un reportage cet après-midi, et demain aussi, mais cet après-midi dans l'immédiat, à 14h55 sur la première chaîne, pour ce match à sensation Grande-Bretagne-Australie, où certains voient déjà une finale avant la lettre. En football, 12e journée du championnat, avec Sochaux-Valenciennes, le match le plus important au classement de cette 12e journée, cet après-midi, ce soir plutôt, mais surtout demain à Lyon-Marseille et Bordeaux-Saint-Etienne, puisque les 2 leaders de la première division vont en découdre avec des clubs qui pourraient leur opposer quelques résistances. Et puis il y a aussi 2 équipes françaises engagées en Coupe d'Europe. Il s'agit du handball, Ivry qui est allé en Finlande rencontrer Reykjavik, premier tour de la Coupe d'Europe, et en hockey sur glace, Chamonix qui rencontre un club autrichien, celui de Klagenfurt, finaliste d'ailleurs de cette Coupe d'Europe de hockey sur glace en 68. En basket, ce sera la 4e journée, avec 2 sorties à l'extérieur des 2 leaders, Antibes et Denain, Antibes contre Roanne et Racing contre Denain. Puis il faut aussi parler du budget des sports qui a été discuté à l'Assemblée nationale devant 30 députés seulement présents dans l'hémicycle hier. M. Comiti a annoncé officiellement que le Premier ministre venait d'arrêter le principe d'une 3e loi de programme d'équipement sportif. D'autre part, M. Comiti a réaffirmé son opposition à toute forme de concours de pronostic. M. Bernard Destremaux, quant à lui, a fait ressortir les avantages du concours de pronostic qui, a-t-il dit, allégerait les charges des collectivités publiques. En séance de nuit, l'Assemblée a voté à main levée le budget de la jeunesse et des sports. Et puis une série de photos sportives maintenant. Tout d'abord, un engin que vous connaissez peut-être, nous vous l'avons présenté, c'est le Blue Flame. Eh bien, c'est l'engin le plus rapide sur Terre. Il était piloté par Gary Gablish. Il a atteint hier la moyenne de 1001 km 453. Gary Gablish qui indique 7 avec ses mains, c'est-à-dire qu'il espère atteindre bientôt les 700 miles à l'heure, soit près de 1300 km/h. Le record s'est fait à Bonneville, dans l'état de l'Utah, aux États-Unis. Jackie Hicks, lui, sur Ferrari, a battu le record du tour officieux aux essais du Grand Prix du Mexique, devant Regazzoni et Stewart. Où sont les Français à ces essais? Eh bien, Pescarolo, le premier, est 6e, Sévère, 7e et 10e, Beltoise. Robert Spadling, lui, un Anglais, a essayé d'imiter Gary Gablish sur l'eau d'un lac écossais. Vous allez voir, ces photos assez surprenantes. Le résultat fut beaucoup moins probant. Il s'est retourné à 180 à l'heure et il souffre de légères blessures. Ce n'est pas très grave. En voile, l'Intrépide va avoir un nouveau concurrent français, peut-être, puisqu'on sait depuis hier, c'est le New York Yacht Club qui vient de l'annoncer, que le Yacht Club de hier avait lancé un défi dans cette Coupe de l'América pour 1973. Une belle jeune fille maintenant, elle nous vient de Ljubljana en Yougoslavie, c'est la soviétique Touricheva, elle est en tête. Après les figures imposées féminines au championnat du monde de gymnastique, les Françaises sont assez loin, la première est 63e. Enfin la boxe, le grand événement de la semaine prochaine, ce sera évidemment Cassius Clay contre Quarry. Voilà les 2 adversaires, Quarry à droite, californien, un blanc, et Cassius Clay, Mohamed Ali à gauche. Cassius Clay qui s'entraîne et qui a déclaré « Je suis mentalement et physiquement en forme ». Quarry, lui, ne craint pas Cassius, et le gouverneur de l'État de Géorgie en Atlanta a fait de lundi, pour protester contre cette rencontre, une journée de deuil. Et rappelons que mardi, au cours des grands moments de la boxe, mardi soir, sur la première chaîne, vous pourrez voir le match Cassius Clay-Quarry. Voilà. Merci Jean-Michel Leliot. Avec nous, à cette table de Télémidi, un cinéaste qui est aussi un explorateur, il se nomme Christian Zuber, le voici. Christian Zuber, vous êtes donc cinéaste, vous parcourez le monde pour photographier des animaux et aussi, surtout, je crois, pour essayer de les protéger. C'est bien ça? Exactement. Oui. Et nous rentrons d'Afrique. Nous venons de terminer un grand film sur la protection de la nature en Afrique. Et nous avons filmé en particulier les éléphants. Pourquoi les éléphants alors? Pourquoi les éléphants? Bien d'abord parce que c'est un animal fascinant, très attachant. Et puis ensuite et surtout parce que nous avons eu la chance de pouvoir voir la méthode ultramoderne qui est employée pour protéger ces animaux. On utilise des radioémetteurs qui sont fixés sur le dos des animaux et on suit leur déplacement pour pouvoir fixer les limites des parcs. Je pense qu'on pourrait voir ça. Vous allez voir quelques images qui ont été prises justement pendant la réalisation de ce film, qui est un long métrage en couleur, je vous le rappelle. Vous voyez ici Douglas qui a le fusil de tranquillisant. Il va tirer, regardez bien sur l'éléphant à droite, vous verrez la flèche arriver. Voilà ce petit point blanc. Et immédiatement, les femelles viennent protéger le petit qui a déjà son radioémetteur.
et que l'on est en train, vous voyez, qui s'est écroulé par terre, et on va essayer maintenant de, d'une part, lui enlever son radioémetteur parce qu'il l'a porté pendant 3 mois et c'est suffisant, et ensuite, on va lui faire une piqûre pour qu'il se réveille et qu'il rejoigne son troupeau. C'est de cette manière que l'on peut suivre ces animaux. Alors regardez, ce qui est extraordinaire, c'est cet amour de la femelle qui vient là autour, et même une seconde femelle qui vient rejoindre le jeune éléphanteau. Ils essayent de le relever, là. Ils essayent de le relever, ils vont le soutenir avec leur trompe, le soulever avec leur défense. Nous avons filmé toutes ces prises de vue à la main, à bout portant. Je vous rappelle que cela provient d'un long métrage que je présente ce soir à Pleyel, demain après-midi également. Elles ne sont pas dangereuses, vous allez voir femelles. la charge, si elles peuvent l'être. Voilà, Douglas fait la piqûre, regardez bien, c'est très très rapide. Il fait la piqûre pour réveiller le jeune et la femelle va charger. Alors là, je crois que ce sont des images qui se passent de commentaires, regardez. Tout le monde a sauté de la Land Rover, je suis resté pour filmer. Les défenses sont arrivées à bout portant. C'est cet homme, Mohodja, qui m'a sauvé la vie. Voici ce qui restait de la voiture. Je vous le rappelle, le film passe ce soir à Pleyel, demain après-midi à 14h30 et mardi soir à 21h. Évidemment, il est beaucoup plus long, il dure 1h30. Et voici pourquoi je suis venu aujourd'hui vous voir à ce journal. Nous avons rencontré au nord du Kenya le plus grand éléphant du monde. Il est gardé par 3 gardes du corps qui sont des éléphants, bien sûr. Il est presque invisible, regardez bien. Il s'appelle Ahmed. Les indigènes sur place l'appellent plus haut que les arbres. Et pour moi, il symbolise toute la protection de la nature. Pour moi, si vous voulez, un animal sauvage, c'est aussi important qu'une des statues du temple d'Angkor. Et Ahmed est menacé. Et Ahmed est menacé. Il y a 2 milliardaires américains qui doivent, en décembre prochain, dès qu'il sera à la limite du parc, le tuer. Il y a eu déjà des précédents, la chose est arrivée. Alors, je suis venu avec ce film pour demander à tous les téléspectateurs de m'aider. Parce que quand j'ai su que cet animal allait être tué, j'étais scandalisé, j'étais choqué, et je me suis dit, il faut quand même faire quelque chose. Alors, vous proposez quoi? Alors maintenant, je vous propose une chose très simple. Je vous propose de donner 3 minutes de votre... Voici Ahmed. De donner 3 minutes de votre vie, c'est-à-dire demain, si vous voulez, ou aujourd'hui même, pour envoyer une carte postale au président Kenyatta pour sauver ces 5 tonnes, ce trésor vivant. Alors c'est extrêmement simple. Voici, ça coûte 90 centimes. Monsieur le président Kenyatta, Kenya, vous écrivez à droite une lettre très gentille, ou bien simplement « Sauver Ahmed ». Je vous demande à tous de le faire, et je m'engage à 2 choses. D'abord à vous donner rendez-vous pour voir le film, et puis ensuite je m'engage à une chose, c'est de venir ici, au moment de Noël, pour vous donner les résultats. Je suis certain que vous allez tous écrire. J'ai déjà envoyé ma lettre, une très longue lettre au président Kenyatta, et j'espère beaucoup que vous allez tous m'aider, non seulement les jeunes, mais aussi tous les téléspectateurs qui regardent cette émission, pour sauver cet éléphant extraordinaire, je vous l'assure. C'est une œuvre d'art, il est unique, il a plus de 60 ans, et il risque de disparaître, il est condamné. Merci, eh bien j'espère que vous allez tous envoyer des cartes. Attendez, je vous prie de m'excuser un instant, oui. Quelqu'un qui veut envoyer une carte, j'espère. Bien. Eh bien, on me signale que nous avons maintenant en direct notre camarade Jolivet, chef du bureau régional d'information de Rennes, qui vient de survoler à bord d'un avion les lieux où s'est produit hier soir la collision entre les 2 pétroliers géants libériens. Alors je pense, André Jolivet, que vous allez pouvoir nous raconter un peu ce que vous avez vu et qu'est-ce qui se passe maintenant surtout. André Jolivet. Eh bien, ce qui se passe maintenant, c'est très simple. Les dépêches, je crois, ont été contradictoires. On a dit que l'incendie était terminé à bord du Pacific Glory. Je pense que les images que nous allons vous passer dans quelques instants vont vous prouver qu'hélas, c'est évidemment le contraire. À l'heure actuelle, le Pacific Glory que vous voyez ici à bord de l'avion affrété spécialement un Nord 272 pour information première. Vous voyez, le Pacific Glory se trouve à environ 3000 à l'est de l'île de White. Il est à l'heure actuelle, comme vous le voyez, remorqué par 5 remorqueurs. Je vous précise que ces images ont été prises il y a à peine 1h05 et que nous avons pu rentrer très rapidement à Rennes. Vous voyez qu'il est absolument en feu. D'ailleurs, je pense qu'on va voir une prise de vue par le travers et vous remarquerez que la passerelle, d'abord, le poste d'équipage ensuite, sont à l'heure actuelle en feu. De plus, derrière le pétrolier, vous voyez bien, le pétrole s'écoule et la mer est également, elle aussi, en flammes. Alors, que va-t-il se passer? Bien sûr, on peut être inquiet, car, vous savez, en Bretagne, nous avons tous présent à la mémoire la marée noire et le Torrey Canyon, mais je pense qu'il faut se montrer quand même excessivement optimiste. Là, vous voyez bien le point où en est le pétrolier, vous voyez qu'il s'enfonce également légèrement par l'arrière, et d'ailleurs, 10 minutes après, lorsque nous avons fait un second passage, nous avons remarqué que le pétrolier continuait d'ailleurs à s'enfoncer. Vous voyez que la mer est en feu derrière, c'est un immense brasier. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Eh bien,
On attend évidemment, on attend avec quelque inquiétude. Cependant, je pense qu'on peut se montrer optimiste. On peut se montrer optimiste car, si vous voulez bien regarder cette carte des courants de marée dans la mer du Nord, vous remarquerez que le naufrage a eu lieu ici. Or, les courants à cette période de l'année et avec la marée poussent la mer dans ce sens-ci, c'est-à-dire vers l'est. À noter que lors de l'affaire du Torrey Canyon, qui avait fait naufrage ici, les courants allaient carrément sur le sud, ce qui avait fait que les côtes de Bretagne avaient été envahies. Donc, en réalité, je pense qu'on peut être parfaitement optimiste. Il faut attendre les événements et rester quand même vigilant. Voilà, à vous pas. Mais si je vous ai bien compris, ce sont les côtes du Pas-de-Calais qui risquent d'être menacées par cette nappe de pétrole cette fois-ci. Peut-être pas, car le pétrolier est à l'heure actuelle, finalement c'est un pari qui joue. Le pétrolier, vous l'avez vu, il est remorqué vers des ports, vers un port anglais. Et si on arrive à remorquer le pétrolier, à ce qu'il ne coule pas jusqu'au port, il est sûr qu'on éteindra l'incendie et tout sera terminé. Malheureusement, vous l'avez vu également, le bateau s'enfonce. Que va-t-il se passer? Va-t-il sombrer ou pas? Tout dépend de cela. Évidemment, les côtes du Pas-de-Calais pourraient peut-être risquer, mais j'avoue que j'ai surtout étudié le problème pour la Bretagne. Bon, en tout cas, rendez-vous à ce soir, Guy Jolivet, et merci pour ces images que vous nous avez transmises vraiment, je crois, en un temps record. Jacqueline Alexandre. Eh bien oui, j'allais vous annoncer une recette de cuisine, mais on me précise que malheureusement nous sommes un tout petit peu en retard grâce à ces directs, ce qui est quand même une merveilleuse invention pour la télévision. Je suis désolée, cette recette de cuisine, nous vous la passerons très prochainement. Je peux déjà vous dire que c'est très intéressant, il s'agit d'un coq au vin. Merci, je vous rends la parole. Eh bien, Jacqueline Alexandre, vous me rendez la parole pour dire au revoir, je pense, car Télémidi est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir regardé et bon après-midi à tous.